violence. Il arrivait bien plus souvent que les Anglais, saisis de terreur à la vue de sauvages tatoués, se mettent à tirer inconsidérément, ce qui avait de terribles conséquences. « Surtout, gardez votre sang-froid », lança une nouvelle fois Karl Jentsch. Deux fermiers, dont les plaintes à l'égard des Ngati-Hin avaient déclenché toute l'affaire, accompagnaient les représentants du gouvernement. Mara les considéra avec le ressentiment que pouvait éprouver une jeune fille dont les projets avaient été contrariés. Sans ces deux imbéciles, il y avait beau temps qu'elle serait sur le chemin du retour chez elle, son père ayant eu l'intention d'être présent à Rata Station pour la tonte des moutons et ayant déjà réservé des places sur le bateau allant de Russell à la pointe septentrionale de l'île du Nord, au port de Littleton sur l'île du Sud. C'est au dernier moment que Karl Jentsch avait été chargé par le gouverneur de régler le conflit entre ses fermiers et le chef des Ngati-Hin. Il suffirait pour cela de comparer quelques cartes, Karl ayant jadis en personne arpenté la région quand le chef Paraone Kawiti avait vendu des terres à la couronne. « Les Ngati-Hin ne nous sont pas hostiles, » poursuivit-il. « Rappelez-vous que nous avons été invités. Le chef est, comme nous, favorable à une solution pacifique du problème. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. »« Je ne suis pas inquiet, » s'écria un des fermiers lui coupant la parole. « Au contraire, c'est eux qui ont toutes les raisons de s'inquiéter. »« Ces gens-là, » intervint Ida, la mère de Mara, « ont certainement une cinquantaine d'hommes armés, peut-être simplement de javelots et de massues, mais ils savent s'en servir. Il serait donc raisonnable, monsieur Simpson, de ne pas les provoquer. » Mara soupira. C'était le même genre de conversation qu'elle entendait depuis 5 heures. Au début, les fermiers étaient même plus agressifs, paraissant considérer que l'expédition visait moins à trouver une solution qu'à discipliner les indigènes. Maintenant que les cavaliers avaient laissé loin derrière eux les colonies de Pakea, l'un des fermiers s'était calmé. L'atmosphère demeurait néanmoins tendue. Elle ne s'améliora pas quand le Marae, le village, fut en vue. Pour Mara, la porte d'entrée placée sous la garde de statues divines de la taille d'un homme et décorée d'ornements colorés n'était pas un spectacle inhabituel, mais quelqu'un qui l'apercevait pour la première fois pouvait en être intimidé. Or, Kennard Johnson et ses hommes n'avaient jamais encore pénétré dans un Marae. « Ils ne nous sont pas hostiles ?» demanda le fonctionnaire d'une voix étranglée en montrant le comité d'accueil à l'allure martiale qui leur faisait face. « Pour moi, en tout cas, tout cela ne paraît guère engageant. » Même Mara et ses parents furent désagréablement surpris. On aurait dû voir des enfants jouer dans le village et les habitants vaquer à leurs occupations quotidiennes. Mais seul le chef, campé et menaçant devant la phalange de ses guerriers, les attendait torse nu, le visage couvert de tatouages. Il paraissait plus massif encore dans son pagne en lin empesé. Il portait à la ceinture des massues et tenait un javelot. « Ils ne vont tout de même pas nous attaquer ?» demanda l'un des soldats anglais. « Allons donc !» répondit le père O'Toole qui, grand et maigre, mit pied à terre avec flegme. « Ils veulent juste nous faire peur. » Ce qu'ils réussirent mieux encore quand, à l'approche des Blancs, Paraone Kawiti brandit son javelot tandis que ses guerriers se mettaient à frapper du pied en rythme, avançant d'un pas et reculant, agitant leurs javelots et entonnant un chant menaçant, de plus en plus fort à mesure que la danse s'accélérait. Les soldats cherchèrent leurs armes à tâtons tandis que les fermiers s'abritaient derrière eux. Le missionnaire resta serein. « Pour l'amour du ciel, ne touchez pas vos armes !» ordonna Karl en plaçant sa monture entre les soldats et les guerriers. « Ne réagissez pas, ne bougez pas !» Est-ce sous l'effet des paroles furibondes de Karl ou des mots apaisants du missionnaire? Toujours est-il que la délégation réussit à paraître peu impressionnée, même quand tour à tour les guerriers frappèrent le sol de leurs javelots à grand renfort de grimaces et d'insultes. Contrairement à ses parents, aux fermiers et aux représentants du gouvernement, Mara comprenait chaque parole du chant guerrier. Elle était prise au dépourvu.
Cette mascarade à laquelle se livraient les Maoris de l'île du Nord était pour elle aussi chose étrange. Depuis longtemps, la tribu des Ngaïtaou, à proximité de laquelle elle avait grandi, avait renoncé à de telles démonstrations de force lorsqu'elle était confrontée à des Blancs. Depuis que Jane, la mère d'Héroux, une Pakéa, avait épousé le chef, on se saluait d'une simple poignée de main. Cela facilitait les rapports avec les nombreux visiteurs blancs venus faire des affaires avec la tribu. Les parents d'Héroux avaient en effet monté un florissant élevage de moutons. « Le rituel voudrait à présent que nous chantions, nous aussi, » murmura le père O'Toole quand les guerriers eurent achevé leur danse. « Ces gens savent bien entendu que ce n'est pas habituel chez les Pakéas. Ils se donnent l'air martial, mais ils sont en réalité civilisés. » Le chef a fait à nouveau dresser le mât pour le drapeau anglais que Oné-Eke avait jadis coupé à Russell. Dieu du ciel, j'avais moi-même baptisé ce type. Parole qui se voulait rassurante, mais qui cachait mal la surprise de l'ecclésiastique, inquiet de voir Paraone Kawiti sacrifier à nouveau aux anciens rituels. Mara se demanda si chanter était susceptible d'abréger les choses. Si la comparaison des cartes se déroulait rapidement, il pourrait être de retour à Russell en soirée et prendre le bateau pour l'île du Sud dès le lendemain matin. Mais s'il y avait conflit et discussion, elle n'était pas prête de quitter les lieux. Rejetant en arrière ses longs cheveux noirs qu'elle avait laissés libres comme le font les femmes indigènes, elle s'avança. « Je peux chanter quelque chose ?» proposa-t-elle en sortant d'une poche son instrument favori, une petite ko. Sous l'œil admiratif des Pakéas et des guerriers, elle porta la flûte à ses lèvres et se mit à jouer. Puis elle entonna un chant mélodieux, tranchant sur les hurlements guerriers qui venaient de cesser, un chant célébrant les paysages des Canterbury Plains de l'île du Sud, les étendues herbeuses infinies, les rivières bordées de buissons de repos, les montagnes enneigées où se blottissaient des lacs limpides et poissonneux, un chant faisant partie du powiri, cérémonie d'accueil dans un marae, associant chant et danse en costume traditionnel. Ce rituel visait à unir autochtones et visiteurs. Une tribu en migration se présentait à ses hôtes en décrivant son pays natal. Sobre mais sûre d'elle-même, la jeune fille fit entendre sa pure voix d'alto, tant admirée des musiciens maoris de son pays comme de sa préceptrice anglaise. Le chef et ses guerriers abaissèrent leurs armes, puis il y eut du mouvement dans les maisons de bois entourant la place de rassemblement. Une vieille femme sortit du Warenoui, la maison commune, suivie d'un groupe de jeunes filles. D'un air décidé, elle les fit se placer devant les guerriers et entonner à leur tour un chant célébrant la beauté de l'île du Nord, ses plages blanches s'étendant à l'infini, les 1000 couleurs de la mer et les esprits habitant les kaoris, arbres sacrés surveillant l'immensité des collines verdoyantes. Mara espéra que les Ngatihin n'en profiteraient pas pour exécuter le powiri dans son intégralité. Cela pourrait durer des heures. En fait, la femme, manifestement la doyenne de la tribu, s'en tint à ce chant. Puis elle avança à la rencontre des 2 femmes Pakéas. Aïda, la plus âgée, elle offrit son visage pour échanger le hongi, le salut traditionnel. Sous le regard méfiant des fermiers, de Johnson et des soldats, mais au soulagement de Karl, du père O'Toole et de Mara, les 2 femmes joignirent leurs nez et leurs fronts. « J'ai apporté des cadeaux », annonça Aïda. « Ma fille et moi aimerions rester en compagnie de la tribu pendant que les hommes aplaniront les malentendus. Si cela vous convient, bien sûr. Nous ignorons la gravité de ce conflit territorial. » Mara traduisit et la femme acquiesça, signifiant à Aïda qu'elles étaient les bienvenues. Entre-temps, Karl et l'interprète avaient entamé leurs entretiens. Paraone, d'abord hostile, parut ensuite disposé à suivre les suggestions de Karl et à examiner de concert à qui appartenaient les terrains que se disputaient les fermiers et les Maoris. La vieille femme qui avait pris l'initiative de la conciliation entra dans l'une des maisons. Elle en ressortit avec une copie du contrat et des cartes, documents reçus par la tribu lors de la vente de ces terres et conservés comme des objets précieux.
Puis-je vous demander quelles sont les surfaces en litige, Monsieur Simpson et Monsieur Carter? Cela nous ferait... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.